simplement noter aussi que les insectes nous intéressent pour leurs contradictions, pour la répugnance qu'ils peuvent provoquer ou l'attirance pour des insectes qu'on verrait comme plus charismatiques ou aussi ces demi-métamorphoses ou des métamorphoses complètes qui sont aussi un trait propre des insectes. Donc toutes ces contradictions qui sont au cœur en fait, du séminaire et de ce qu'on cherche à voir, à définir dans la métamorphose et dont les insectes sont des exemples parfaits, mais on en discutera plus peut-être dans l'échange qui suivra la présentation pour commencer. Merci, donc merci de votre invitation. La métamorphose entre l'humain et l'insecte exerce toujours une fascination et évidemment deux grandes œuvres littéraires dominent un peu toutes les autres, qui ne sont pas si nombreuses que ça, mais les métamorphoses d'Ovide et la métamorphose de Kafka. Alors la métamorphose, c'est le passage d'une essence humaine à une essence animale, ou inversement, ce qui est plus rare. Si on voit souvent un homme se transformer en loup ou en araignée, rares sont les loups ou les araignées qui se transforment en hommes. Donc pour les insectes, le cas des myrmidons, qui a été beaucoup travaillé par Hélène Vial, justement, à la fois dans le dictionnaire et dans sa journée d'études, les myrmidons sont un cas intéressant dans les métamorphoses d'Ovide, 453-660. Ce sont des fourmis qui sont transformées en hommes. En tout un peuple, évidemment mythique, mais les myrmidons, c'est un peuple qui est, nous dit Ovide, une armée faite d'hommes, des hommes jeunes, tous du même âge, et qui, de leur apparition, se tiennent prêts à obéir à leur roi et à partir au combat. Et cette métamorphose sur Ovide est vue en rêve par le narrateur qui s'aperçoit à son réveil qu'elle s'est effectivement produite et qu'elle a exaucé un souhait qu'il avait formulé, celui de voir renaître son peuple qui avait été ravagé par une épidémie, par la peste. Des insectes qui deviennent des humains est un phénomène rarissime en littérature, et en tout cas unique dans le corpus ovidien, qui d'ailleurs fait très peu de place aux métamorphoses allant de l'humain allant vers l'humain, et pratiquement aucune aux insectes. Au livre 7, Cérambus est un berger, un musicien aussi, un chanteur génial, novateur, Amédée d'Imphe. Elle l'avait d'ailleurs sauvé pour cela du déluge, mais il les a outragés et elles le transformèrent en un coléoptère arboricole, un capricorne, un scarabée, un coléoptère. Au livre 15, Pythagore, selon Ovide, se prononce sur le grand principe du changement universel, illustrant ce principe en évoquant entre autres mutations celles des abeilles, des frelons et des papillons. Et donc, à l'extrême opposé du drame, on a le drame individuel, celui de Grégor Samsa. Il s'agit là d'une métamorphose personnelle, alors qu'avec les myrmidons, c'est une métamorphose collective. Chez Ovide, le dispositif est en 4 étapes qui s'offrent à nous: la prière à Jupiter, le rêve, l'apparition du nouveau peuple et la conclusion étiologique d'Éaque. Donc c'est un moment unique dans les métamorphoses, mais en même temps un condensé, on peut dire, de la symbolique ovidienne de la métamorphose. Ne supportant plus d'assister impuissant à la disparition de son peuple, Éaque s'est adressé à Jupiter, son père, qui lui a répondu sous la forme de présages favorables. Puis, sur le tronc du chêne sacré, qui se trouvait à proximité, il a remarqué le mouvement discipliné et industrieux des fourmis, qui marchent en procession et qu'il compare à une armée, aux longues colonnes d'une armée. C'est en rêve alors qu'Éaque voit se produire la transformation, avant de découvrir, avec stupéfaction, à son réveil, qu'elle a bien eu lieu pendant son sommeil. Alors pourquoi Ovide se sert-il d'un rêve pour nous raconter cette métamorphose des fourmis en hommes? Pourquoi ne pas montrer Éaque en train d'assister directement à cette métamorphose? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est rare qu'on suive de manière détaillée le processus de la métamorphose. En général, elle se fait brutalement. Mais le rêve est aussi non seulement le lieu d'expression du désir chez Ovide, mais le lieu même de la poésie. Et à travers cette manière
à travers la manière dont Ovide raconte la création d'un peuple nouveau à partir de fourmis, c'est aussi de la création littéraire dont il nous parle et de la radicalité avec laquelle il la conçoit. Alors, au chant 16 de l'Iliade, au vers 124-277, Homère évoque les myrmidons et ne parle aucunement d'ailleurs des fourmis à leur propos, mais décrit leur formation en phalanges très semblables à des colonnes de fourmis. Est-ce que parce qu'ils combattent en phalanges qu'ils sont appelés myrmidons? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ils rompent soudain leur ordre parfait pour s'élancer contre les Troyens. Et rompant leur ordre, ils sont maintenant appelés des guêpes, auxquels Homère les compare. Alors, quand on lit le récit d'Ovide concernant les myrmidons, on ne peut pas ne pas avoir en tête que l'armée dont il nous conte la naissance fera 2 générations plus tard la guerre de Troie, sous le commandement d'Achille, petit-fils d'Éaque, et admirer la subtilité avec laquelle Ovide, se plaçant avant l'action de l'Iliade, la remotive de l'intérieur, et avec elle l'écriture épique, en y intégrant non seulement le motif de la métamorphose, avec toutes ses passions, mais aussi celui donc de la peste. Et donc ça nous conduit au second auteur, Virgile, qui dans le livre 3 de ses Géorgiques, qui sont composés 30 à 40 ans environ avant les métamorphoses, Virgile a décrit lui aussi une épidémie. Et il a parsemé cette description, fortement marquée par l'image de la décomposition des corps des animaux, l'allusion aux guerres civiles romaines du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc ceux qui ont précipité la fin du régime républicain, avec en filigrane l'image d'Octave, futur empereur Auguste, comme grand réparateur de la désagrégation du peuple romain. Et alors, au livre 4 des Géorgiques, une métaphore de cette réparation est faite en décrivant comment l'apiculteur Aristée, ayant vu disparaître toutes ses abeilles, comprend que la cause en est d'ordre religieux. Car vous savez, Aristée a provoqué involontairement, la mort d'Eurydice, enfin il lui courait après, épouse d'Orphée. Et pour apaiser la colère divine, il doit faire des sacrifices, un sacrifice expiatoire, la bugonia, la bougonie, et vous savez, c'est très connu, du corps putréfié des animaux immolés, par Aristée, naissent les abeilles. C'est la génération spontanée à partir de corps en décomposition, insectes d'ailleurs auxquels tout le livre 4 des Géorgiques est consacré, et dont Virgile loue d'ailleurs l'organisation parfaite, modèle de la société, d'une société pour les hommes. Alors on sait combien les dieux dans la mythologie antique et combien les baguettes magiques dans les contes emploient les métamorphoses, soit comme punition, soit comme récompense. Ce qui montre bien que toute métamorphose est marquée par l'ambivalence que signifie le changement d'état. Elle peut s'envisager en termes de décomposition, de désagrégation, de désubjectivation. Ce sera le cas de Samsa, dans la métamorphose de Kafka, ou bien comme manifeste de la vitalité et de l'actualisation de l'être. C'est cet aspect que Michelet a bien remarqué, qui voyait là, dans la métamorphose de l'insecte, une performance, un effort de transformation de soi, et il s'émerveillait de son aspect spectaculaire. La chenille détruit non seulement son ancienne enveloppe, elle la rejette dans une sorte de processus de purification, mais elle rejette aussi son ancien moi pour en construire un autre. Je cite Michelet, c'est bien réellement son être personnel qu'elle laisse courageusement sécher, s'anéantir, pour devenir quoi? Rien de rassurant, une courte masse molle blanchâtre. Alors je cite Michelet, je cite Théophile Gautier, dont je suis responsable de l'édition des œuvres complètes. C'est un grand auteur, 50 volumes, ça fait. Mais je sais, je termine cette digression. Gautier a écrit un texte qui s'appelle La nature chez elle, et qui est vraiment, pour ceux qui font de l'éco-critique, de l'éco-poétique, absolument exemplaire. Bien avant.
bien avant Thoreau et l'autre. Bon. Enfin, on parle de Thoreau, mais on ne parle pas de Gautier. Et La nature chez elle, c'est vraiment un texte tout à fait. Oui, voilà ce que dit Théophile Gautier dans La nature chez elle. Voyez cette chenille qui traîne ses anneaux, couleur de turquoise hérissée de poils soyeux. Ne la méprisez pas parce qu'elle rentre encore péniblement. Tout à l'heure, elle va rejeter cette peau, gaine étroite, qui gêne son allure, et qu'elle laissera dans quelques instants à terre comme un vêtement d'un autre âge. Psyché, vous savez que c'est le nom d'une famille de papillons, Psyché démaillotée, va déplier ses ailes et s'élancer vers la pure lumière comme une âme qui abandonne son corps. Alors, ce processus de transformation qu'elle implique est associé à la mort. Et devant la chrysalide, Michelet, lui, s'interroge. Non, c'est encore Gautier, pardon. Encore Gautier s'interroge, Michelet aussi d'ailleurs. Qui est la mort? Qui est la vie? Qui est la veille ou le sommeil? Ne voyez-vous pas ce petit miracle, confident muet du tombeau? Il naît 3 fois, il meurt 3 fois, comme larve, nymphe et scarabée. Il se prépare, il s'enfante et il se couvre lui-même. Du plus rebutant sépulcre, il jaillit étincelant. Où était-il? Dans l'ombre immonde, dans la nuit et dans la mort. Alors, il est des métamorphoses réelles, dont l'anthropologie rend bien compte, mais il en est aussi de métaphoriques et d'allégoriques. D'ailleurs, c'est ce que disait le dictionnaire de l'Académie en 1694, la plupart des métamorphoses cachent des sens allégoriques. Il en est aussi d'incomplètes, qui donnent lieu à des formes hybrides, lorsque la métamorphose n'est pas complètement achevée, et elle mélange elle-même les genres. La femme guêpe du film de Roger Corman, 1959, en est un exemple, tout comme La mouche de Georges Langelan. Ou bien d'animaux du fait de leur rapport métaphorique à l'humanité, comme dans l'œuvre d'Abraham Merritt, qui développe le thème du croisement des espèces animales et humaines. Dans l'abîme, il est question d'insectes et de lézards qui se trouvent qualifiés de monstrueux pour la raison qu'il émane d'eux une certaine humanité. Vision de l'homme araignée ou dans The Throne, où un chaman tribal se transforme en hyène, ou bien un homme se métamorphose en abeille. Bien. Si la métamorphose n'est que le mécanisme qui permettrait à 2 corps incompatibles d'appartenir au même individu, suivant Kochia, encore faudra-t-il se demander si le fait de changer de corps ne change pas le sujet lui-même. Alors, les 2 grands modèles dont on parle de la métamorphose dans la littérature occidentale, que sont Ovide et Kafka, font que chacun garde leur propre individualité après le changement. Gregor Samsa reste intérieurement le même homme, même s'il y a quand même des nuances à apporter à ce changement, parce que progressivement, il perd certains attributs humains, certaines perceptions, il voit de moins en moins, etc. Mais c'est toujours le même moi. Et c'est ça le problème. Comment est-ce que la métamorphose, quand on se métamorphose de manière complète, est-ce encore le même moi qui est là? Mais d'autres fictions font que l'homme souvent prend des traits négatifs de son nouveau statut, et l'animalité acquise est l'occasion de laisser exploser une dangereuse sauvagerie, comme chez Julien Darien de Quiroga, dans El Deserto, pardon pour la prononciation de l'espagnol, qui est l'histoire d'un tigre élevé par les humains, et qui s'appelle justement Juan Darien. Donc, l'idée de la métamorphose, dans la littérature contemporaine en tout cas, n'est plus guère liée à l'idée d'une résurrection, j'y reviendrai. Mais le devenir animal est conçu comme une véritable détériorisation, le devenir autre étant un devenir étranger à soi-même. Ça, on insiste beaucoup sur cela chez les écrivains contemporains, enfin modernes, enfin,
XXe siècle. L'idée du corps se métamorphosant lui-même en un autre, d'ailleurs, avait déjà été exprimée par Jean-Paul Richter, qui est un écrivain allemand de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, qui, en particulier, je crois, c'est dans Sieben Käse, qui constate que l'homme, toutes les cellules d'un homme, sont changées en l'espace de 7 années. Donc l'homme n'est plus lui-même. Tout son corps a changé. Avec l'idée humoristique, évidemment, qu'après ce laps de temps, le mari commet un adultère avec son épouse, puisqu'il n'est plus du tout le même. L'épouse aussi, d'ailleurs, inversement. Jean-Paul s'en fout de la femme. Mais bon. Michelet, quant à lui, en s'identifiant à l'insecte, envisage sa propre existence comme une série de métamorphoses successives, en restant à un « tout cela », dit-il, de moi à moi. Et je cite Michelet, l'insecte, « À mesure que j'ai vécu, j'ai remarqué chaque jour que je mourais et je naissais. J'ai subi des mues pénibles, des transformations laborieuses. Une de plus ne m'étonne pas. J'ai passé maintes et maintes fois de la larve à la chrysalide et à un état plus complet, lequel, au bout de quelque temps, incomplet sous d'autres rapports, me mettait en voie d'accomplir un cercle nouveau de métamorphose. » Alors, si on veut faire un peu de sociopolitique, comme vous l'avez suggéré, c'est-à-dire prendre en compte les représentations sociales dans la création poétique, on voit que les représentations de la métamorphose à l'époque contemporaine ont perdu les aspects positifs qu'elles pouvaient avoir, un aspect d'initiation, de résurrection, bref, un travail constructif que les métamorphoses pouvaient avoir, pour être très majoritairement, alors de Kafka au règne animal, représenté comme une dégradation dégoûtante et monstrueuse. Parmi les réelles transformations, pas seulement allégoriques, on y reviendra, mais on pourrait prendre celle de Michel Angel Asturias, avec l'histoire de Jean le Tamanoir, qui raconte une métamorphose surréaliste, débutant par le constat du narrateur que ceux qui, je cite, mangent leur sommeil se changent en terre. La métamorphose est décrite avec la précision d'un réalisme magique, lorsque l'insomniaque commence à sentir sa sueur avoir un goût de glaise, et je cite, à cause de ces petits monticules de terre qui se formaient autour de mes yeux, de mes ongles, de mes dents. Donc une sensation de terre vivante, assoiffée d'eau, bouillonnement, chatouillement, transformation, port après port, poil après poil, citation. Le changement d'état est décrit dans sa progression en un tas de terre fourmilière qui respire. Et l'homme, dont la femme s'est transformée en un monceau de terre, à forme humaine, je cite, vague forme humaine trouée par des milliers de fourmis rouges, fourmis qui se nourrissent de ce sommeil mangé lui-même devenu un miel épais dont se nourrissent les tamanoirs et qui ne voient pas que ce sont des chrétiens changés en cette farine jaunâtre. L'homme n'a plus qu'à se transformer lui-même en tamanoir pour que les fourmis se collent sur sa langue et soient avalées dans l'espoir que sa femme redevienne ce qu'elle était. Autre métamorphose, toujours en langue espagnole, avec Asturias, dans son roman Homme de maïs. Ça commence par une métamorphose d'un homme fait de maïs, et ça se termine sur une métamorphose générale des hommes en fourmis. Je cite, « Et tous, vieux et jeunes, hommes et femmes, devenaient des fourmis après la moisson pour charrier le maïs. Des fourmis, des fourmis, des fourmis, des fourmis. » Sans doute, on est passé, comme le veut Pierre Brunel, dans son livre Le mythe de la métamorphose, de l'ouverture mythique à un final allégorique, je cite Brunel, de la croyance ancestrale à la critique sociale d'un écrivain de gauche. Fin de citation. Pourtant, la transformation n'est pas innocente et l'obsession de la fourmi chez l'écrivain prend des sens multiples. Un autre écrivain de langue espagnole, c'est pour vous faire plaisir, Javier Tomeo,
souligne combien la métamorphose est une véritable révolution. En décrivant le passage justement de la nymphe à l'âge adulte, tout change. La libellule se sait monstrueuse dans son état de nymphe, mais elle sait qu'elle deviendra l'un des plus beaux insectes de la forêt, avec des yeux polychromes, comme, je cite, comme un vitrail gothique, férocement tourné vers toute forme de vie s'agitant auprès de moi. Oui, oui, mon cher ami, il ne me déplaît pas de me savoir nymphe monstrueuse, parce que ceux qui maintenant se moquent de moi s'en mordront bientôt les doigts. Dans ma précaire réalité présente, je jouis à l'avance de futures vengeances. La métamorphose comme vengeance, c'est un vieux thème que Tomeo a retrouvé avec la libellule. Il s'avère que la métamorphose est souvent une question peut-être en tout cas une question de point de vue. Suivant la perspective sur laquelle on porte le regard, l'identique peut devenir autre et subir un changement de nature. C'est d'ailleurs l'événement souvent présent dans l'écriture fantastique. Quand ce n'est pas le texte lui-même qui insiste sur la transformation, ce peut également être dans sa lecture, dans la lecture du texte, que se produit la confusion. Le lecteur doutant alors de la véritable identité de la figure qu'il est en train de dire. Alors je vais citer le conte fantastique d'E.T.A. Hoffmann, Le Vase d'or, der Goldene Topf, où on voit l'archiviste Lindhorst sembler se métamorphoser en un oiseau. Je cite. Il était déjà près du jardin Kossel lorsque le vent s'engouffra dans sa vaste redingote et en écarta les pans l'un de l'autre, de sorte qu'ils s'étendirent dans l'air, et il sembla à l'étudiant Anselme, qui suivait l'archiviste d'un œil émerveillé, qu'un gros oiseau étendait ses ailes pour s'envoler. Et tandis que l'étudiant était ainsi immobile dans l'obscurité, un grand vautour gris-blanc s'éleva dans les airs avec un cri bruyant. Et d'après ses remarques, l'objet blanc qu'il avait pris toujours pour l'archiviste qui s'éloignait devait être le vautour. Autrement, il eût été impossible de comprendre ce que l'archiviste était devenu. Outre le fait que cette métamorphose peut être une réminiscence de l'oiseau bleu de la comtesse d'Aulnoy, où un chevalier se transforme sous les yeux du lecteur en un oiseau, je le cite, « En même temps, le roi change de figure. Ses bras se couvrent de plumes et forment des ailes. Ses jambes et ses pieds deviennent noirs et menus. Il lui croît des ongles crochus. Son corps s'apetisse. Il est tout garni de longues plumes fines et mêlées de bleu céleste. Ses yeux s'arrondissent et brillent comme des soleils. Son nez n'est plus qu'un bec fin d'ivoire. Il s'élève sur sa tête une aigrette blanche qui forme une couronne. Il chante à ravir et parle de lui-même. En cet état, il jette un cri douloureux de se voir ainsi métamorphosé et s'envole à tire-d'aile pour fuir le funeste palais de Souzio. » Donc, transformation d'humains en animaux qui sont fréquentes dans les contes. Ici, c'est la duplicité de la perspective qui est mise en valeur par Hoffmann. Les insectes sont très présents chez l'écrivain allemand, en particulier le scarabée dans Maître Puce, le pou dans Alma Torre, la libellule dans Petit Zacharie, la mouche dans L'Enfant étranger, et le caractère hybride d'êtres, ces êtres qui balancent entre animalité et humanité, a un effet non seulement fantastique, mais donne également un aspect grotesque à des personnages qui sont objets de satire. Ainsi, dans L'Enfant étranger, Maître Ancre est un précepteur transformé, je cite, en une hideuse grosse mouche aux yeux des enfants. Et les enfants sont saisis de crainte et de saisissement devant la physionomie singulière et grotesque de ce précepteur qui s'appelle Maître Ancre. Je cite Hoffmann. Il était fort corpulent et seules ses jambes, aussi minces que des pattes d'araignée, contrastaient avec l'épaisseur de toute sa personne. Sa tête informe semblait presque carrée
et son visage était d'une laideur incroyable. D'abord le nez, beaucoup trop long, s'accordait très mal avec les lourdes joues rouge-brun et la bouche énorme. Et puis ses petits yeux, exorbités et vitreux, avaient un éclat terrible, dont on avait envie de se détourner. Par surcroît, l'homme portait une perruque noire, comme la poix, couleur qui était aussi de la tête aux pieds celle de ses vêtements. Il s'appelait Maître Ancre. Pour le poète romantique, les représentants du pouvoir et de la raison, de la rationalité, ne peuvent être que des êtres repoussants et horribles. À l'instar du précepteur devenu une énorme mouche aux yeux étincelants et bourdonnants de façon répugnante. Le goût du précepteur pour les sucreries est un argument décisif pour révéler sa véritable nature, comme le montre la petite Christlib à sa mère. Maître Ancre n'est pas Maître Ancre, c'est Pepser, le roi des gnomes, mais en réalité une affreuse grosse mouche qui porte une perruque et des chaussures et des bas. Il faudra finalement que le père flanque un bon coup de tumouche sur le nez de monsieur le magister Ancre pour que celui-ci décampe. Donc avec Hoffmann, on oscille toujours entre une vision réaliste et un regard transformé par le merveilleux, conforme à une vision dualiste. Dans le conte du petit sachet, l'étudiant Balthazar croit voir un étrange et magique équipage où derrière un char de cristal, je cite, se tenait un grand scarabée doré, l'ombrageant de ses ailes resplendissantes, et sur le siège était assis un faisan argenté qui tenait les rênes d'or dans son bec. L'imagination poétique est ici la cause de ces métamorphoses merveilleuses dont on essaiera de déprendre Balthazar en lui démontrant qu'il s'agit d'un simple parasol et d'un valet de pied. Alors, illusion de l'imagination ou encore perversion de l'appréhension du réel sous l'influence de la drogue, comme on le voit dans le Festin nu de William Burroughs. L'univers cauchemardesque des mondes parallèles angoissants et obsessionnels de l'écrivain, sous l'influence de la cocaïne, de l'héroïne et d'autres drogues hallucinogènes, a été retranscrit et réécrit par David Cronenberg en 1991 sous la forme d'un film tout à fait intéressant pour notre propos. On y voit un certain William Lee, qui est en fait le portrait de William Burroughs lui-même, qui a tué sa femme, comme dans l'histoire, et dont le métier, selon Lee, est d'exterminer les insectes à l'aide d'un insecticide que sa femme lui dérobe à des fins récréatives. Elle s'en sert comme une drogue. Les policiers qu'il rencontre sont des insectes géants et, victime d'hallucinations, lui-même, il pense être un agent d'une organisation appelée Interzone Incorporated. Ayant abattu sa femme accidentellement, dans le film, sur la réalité, il se réfugie dans l'Interzone où il rédige des rapports sur des machines à écrire qui se révèlent être des insectes. Quelqu'un a vu le film? Des insectes, donc les machines à écrire sont des insectes qui lui parlent et le conseillent. Ces machines qui prennent la forme d'insectes progressivement ou rapidement, la Martinelli ou la Clark Nova, distribuent d'ailleurs des ordres contradictoires aux personnages qui voient la mécanique se transformer sous ses doigts en cafard. Dans ce monde véritablement subverti par une entomologie fantastique, bousculant à foison le principe de réalité, le sperme des centipèdes géants fournit une boisson délicieusement enivrante. L'insecte est à l'image d'un puissant et angoissant érotisme. Par exemple, lorsqu'il tape sur la machine à écrire de Madame Frost, et il tape d'ailleurs ça en un caractère arabe, surgit alors l'image d'un corps à moitié insecte en pleine action érotique. Et l'action va être interrompue par la gouvernante de Madame Frost qui arrive avec sa cravache et qui poursuit l'insecte, insecte machine à écrire, aux fesses humaines obscènes, qui fuit et qui tombe par la balustrade en s'écrasant au sol comme une machine à écrire brisée. La Martinelli de M. Frost. De même, on a l'élevage aussi d'un couple homosexuel accouplé sous forme insectoïde. Et ici, ce qu'on peut appeler une défense littéraire à la Kafka
le hors-norme, l'hybride, font exploser les barrières génériques et révèlent une humanité insectueuse grâce à la vision créée par les substances hallucinogènes dont la première au départ fut l'insalubre insecticide. Alors ces métamorphoses d'homme en insecte et d'insecte en homme sont parfois légitimées par la situation ou peuvent intervenir de manière aléatoire. Et là, je vais parler d'un roman russe, La vie des insectes, de 1993. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu déjà. La vie des insectes, roman sarcastique et cynique dans sa dénonciation de la société, mais plein d'humour. Et donc son auteur, Victor Pelevin, se livre à une parodie de l'observation et de l'accommodation. Observer et décrire, c'est le titre du bouquin. Mais là, c'est vraiment parodie de l'observation et de l'accommodation dans un roman qu'il faut bien dire déjanté, qui accommode tantôt l'humain, tantôt l'insecte. Parfois un mix des deux, entre ethnologie et entomologie. On retrouve la même ambiguïté déjà rencontrée avec Lynn Horst chez Hoffmann, lorsqu'un des protagonistes voit passer une silhouette bizarre près de lui. Alors ça, je cite Pelevin, je cite Hoffmann, encore que l'influence d'Hoffmann en était russe absolument immense. Ça fait le sujet d'une énorme conférence. Alors je cite, « Il portait une sorte de cape argentée dont le bas traînait par terre, à moins que ce ne fussent de lourdes ailes pliées derrière le dos. » Alors le roman débute dans une station balnéaire de Crimée, où l'on voit trois hommes discutant de la situation de la Russie, sur le rebord d'une balustrade. Et soudain, les trois personnages se jettent dans le vide à la renverse de la balustrade, comme le fait un homme grenouille qui plonge dans la mer depuis son canot. Mais au lieu de trouver trois corps estropiés en entrebas, force est de constater que les trois moustiques ont pris leur envol vers le village voisin. Cette métamorphose ordinaire finit par un mélange confus des êtres humains en insectes et des insectes en figure humaine, portant talons aiguilles, attaché-cases, accordéons, etc. Et ces insectes multiples, il y en a beaucoup, il y a des cafards, des fourmis, des mouches, des phalènes, des scarabées, des bousiers, des punaises, des cigales. Tout cela constitue une véritable comédie humaine à la russe. Ils fument du hache, tous ces insectes fument du hache, vont au cinéma et au théâtre, et se livrent à des conversations politiques et philosophiques sur la Russie. Sam, un Américain ordinaire qui est venu faire des affaires dans l'ex-Union soviétique, se livre à des prélèvements sanguins sur la population à des fins commerciales et connaît une terrible vessagie, plus familièrement appelée gueule de bois, pour avoir consommé le sang d'un alcoolique, car toute la société est addicte aux drogues. Bousiers roulant leurs boules de fumier, moustiques suçant le sang, phalènes attirées par la lumière, cafards fouissant la terre, jolies petites mouches vertes un peu putains, tout ce beau monde, ces hommes, ces femmes, sont comme des animaux d'une fable de Krylov, revue par Bulgakov et Gogol, voulant signifier qu'il y a en chacun de nous un insecte qui s'agite. Les insectes sont des hommes comme les autres, avec des misères d'hommes et des amours contrariés, crucifiés sur du papier mouche, du papier tue-mouche. Ils volent s'ils ont des ailes. Alors je cite, Arthur et Arnold volaient une sorte de brasse féminine, alors que le mouvement des ailes de Sam, l'Américain, rappelait plutôt la brasse papillon. Ils écoutent la radio, éduquent leurs enfants, se coupent les ailes pour aller au bal ou au cinéma, voir des films français. Et ils s'interrogent sur leur identité. Et devant un miroir, se demandent ce qu'ils sont et comment les autres les voient, tout en assumant leur nature d'insecte. Quand Natacha se penche sur Sam, ce dernier voit, je cite, deux hémisphères à facettes qui brillaient dans le soleil comme des éclats de bouteilles. Entre eux, autour de la trompe velue, s'agitaient de courtes antennes élastiques. Très érotique. Les bonnes connaissances entomologiques de l'auteur lui ont permis un réalisme animé et soutenu par le fantastique et le surréalisme du récit. Une mise en abîme vertigineuse qui fait que si deux moustiques s'attablent au restaurant,
il est toujours possible qu'une mouche se pose entre le boudin et la purée, qu'il chasse d'un revers de manche et qu'elle s'en aille plus loin pondre des œufs de la taille d'un melon. Et il est vrai que l'on n'est jamais assuré, d'une page à l'autre, de savoir qui de l'insecte, qui de l'humain est présent dans ce récit. D'autres métamorphoses se font par contiguïté métaphorique. Nabokov, avec Lolita, 1955, revendique le fait d'avoir inventé le terme de nymphette, dont il se sent le dépositaire. Peu importe qu'on puisse trouver déjà ce terme de nymphette chez Ronsard, par exemple, le roman de Nabokov crée un véritable personnage archétypal. Et le plus intéressant est que le terme est utilisé à la fois dans le sens de petite déesse, nymphette, et dans celui, bien sûr, qui désigne le second stade de la métamorphose, intermédiaire entre la larve et l'imago, c'est-à-dire entre l'embryon et la forme adulte, ce que ce passionné de l'épiloptère qu'est Nabokov n'ignore nullement, car vous savez que Nabokov était un entomologiste quasi professionnel. Il a donné des cours d'entomologie aux États-Unis, et il y a même un papillon qui porte son nom. Enfin, je termine. Donc romancier et entomologiste à la fois, mélangeant d'ailleurs mythologie antique et terminologie lépidoptérique, Nabokov montre combien la chasse aux petites filles a de nombreux traits communs avec celle des papillons, de ces papillons. Prudence dans l'approche, don de l'observation, désir incontrôlé et passionné du collectionneur. On sait combien ce désir monomaniaque a marqué l'enfance de l'écrivain. Dans son autobiographie, Autre rivage, souvenir, qui avait été publiée d'abord sous le titre de Conclusive Evidence en 1947, puis ensuite en russe, autre titre, Autre rive, puis à nouveau en anglais, sous celui de Speak Memory, Nabokov explique la genèse de cette passion que son père partageait avec lui. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de puissamment érotique dans cette curiosité pour la nature et dans la volonté aussi de maîtriser, volonté de maîtrise et de classification que le collectionneur veut exercer. En témoigne par exemple la découverte de 2 smérinthes de l'amour fraîchement éclos, d'exquises créatures veloutées d'un gris violacé, tranquillement en train de copuler, s'agrippant de leurs pattes à l'herbe au pied de l'arbre. Et ça, c'est un souvenir d'enfance qui reste très présent chez lui. Une promenade d'enfance avec le précepteur par un matin de pluie propice aux éclosions. Et c'est le point de départ de cette passion qui va hanter Nabokov toute sa vie. Cette passion ne va pas sans une certaine cruauté, qui est évidemment celle d'anesthésier les papillons, tout comme dans son roman, Humbert va essayer d'endormir et la mère et la fille pour essayer de jouir de cette dernière. Donc de l'épingler, non sans une pointe de sadisme. Humbert, d'ailleurs, connaît bien Sand, qu'il cite, et ne manque pas de dévoiler plus ou moins indirectement son égoïsme cruel et sadique, ou encore sa recherche de volupté inédite avec l'exquise caloricité d'une Lolita malade et enfiévrée, ce qu'il appelle Venus febriculosa. Mais c'est surtout sa curiosité et sa volonté de maîtrise de naturaliste passionné qui l'amène au fantasme d'une possession totale et autopsique. Ma seule rancœur envers la nature, je cite Lolita, était que je ne pouvais pas retourner Lolita à l'envers et appliquer des lèvres voraces à sa jeune matrice, à son cœur inconnu, à son foie nacré, au raisin de mer de ses poumons, à ses jolis reins jumeaux. Dans l'idée fixe et la passion ont en commun déguisé singulièrement leur regard et de faire du héros un guetteur. Le regard de Humbert est celui d'un épieur, mais en épiant le regard, il crée l'objet de son désir, il crée Lolita, et en un sens, il est artiste et poète en ce sens. Il crée son objet. Joie et papillon sont intimement unis pour évoquer la proximité des amants. Aussi
peut-on comprendre la remarque fort emblématique au sujet d'un papillon qui passant curieux, qui volette entre elle et lui, entre Humbert et Lolita, un papillon curieux est passé, plongeant entre nous. L'émerveillement devant le papillon sortant de sa chrysalide a l'attrait d'une véritable scène primitive, ou plutôt du fantasme d'une scène de naissance. Évidemment, la vue de Lolita enceinte révèle la nature lépidoptérique de Lolita dans cette chrysalide. Mais toute intervention destinée à contraindre la nymphe à agir en imago, à passer au stade suivant, a été fatale. En forçant la nymphe, Humbert a tué le papillon. Il y a au départ l'émerveillement devant ces êtres qui découvrent le monde, des commencements absolus, de l'éternelle jeunesse. Dès le départ, il semble que le papillon soit associé à l'image du soleil, de l'absolue lumière, et la nymphe apparaît dans un halo ensoleillé. Le corps de Lolita, dont les baisers ont quelque chose de furteur et de voltigeant, est un corps solaire. Humbert, quant à lui, est semblable à ces insectes poudreux. Je cite, les centaines d'insectes poudrés qui tournent autour des lampes dans la nuit noire et détrempée, plein d'ondulations et de mouvements. Et il se compare lui-même à un papillon de nuit, aveuglé par la lumière du désir. Je tourne en rond comme un foutu papillon de nuit. La première image? Non, mais vous pouvez faire mettre plutôt en grand. Non, oui, voilà, c'est ça. Première image. Ça, c'est l'image en image. Chez Max Ernst, ça c'est un peu une petite digression qui me fait plaisir, dans sa série de collages La femme sans tête, la planche 120 est intitulée « Et les papillons se mettent à chanter ». Elle est d'une puissance expressive remarquable, image nocturne, c'est l'heure du crime, hein, c'est la nuit. On y voit de nombreux insectes tournoyant autour d'un bec de gaz la nuit, d'une nuit qui viendrait, semble-t-il, de Sébastien Mercier ou d'Ouvretif de la Bretonne, sans doute aussi de Sade et de beaucoup d'autres, de Lautréamont. On pense au Réveille-toi, flamme amoureuse des anciens jours, squelette décharné, des chants de Maldoror. Le jeu érotique des papillons attirés par la lumière, autour de la flamme, c'est une danse d'ivresse, révélant une fascination pour la mort, que confirme la galerie de squelettes qui se réveillent et sortent de leur cadre. Sans doute le ballet d'Eros et de Psyché est-il celui d'un rêve de lumière et de métamorphose, celle qu'attendent les squelettes aux allures de morts-vivants. Il est bien connu que les papillons qui chantent sont les sphinx à tête de mort, l'Acherontia atropos, étant capable, vous le savez, c'est le seul papillon qui est capable d'émettre un cri. Edgar Poe s'en souviendra. Mais outre la musique qui mêle le chant fatidique des papillons au sifflement du bec de gaz, c'est tout un tournoiement que la foule des insectes, et la foule des insectes évoque un bal à Paris, où la reine du bal est un papillon de nuit. Et c'est une idée que Hugo avait exploitée déjà en 1833 dans le poème sur le bal de l'hôtel de ville. Je cite, « Vous avez la beauté, vous avez l'ornement, la fête vous enivre à son bourdonnement, et comme à la lumière un papillon de soie, vous volez à la porte ouverte qui flamboie. » Donc avec la danse des papillons et autres insectes, les insectes, se croient-ils invités à la danse, ce sabbat entomologique nocturne impose définitivement le fantastique de l'insecte et la présence de l'idée de la mort. Humbert va priver en réalité la nymphette, c'est la petite fille entre 9 et 14 ans, de sa qualité essentielle qui est son pouvoir de métamorphose. Pour lui, il s'agit en réalité d'empêcher Dolores Haas d'être autre chose que Lolita, différente des autres fillettes. Les autres fillettes, ils s'en foutent. Les créatures normales, essentiellement humaines, banales, replètes, sans forme, avec des tresses en queue de cochon, à la peau froide et au ventre ballonné. Il veut empêcher qu'elle devienne comme sa mère, her cow-like mother, pour laquelle Humbert ne tarit pas de qualificatif assez injurieux. Empêcher la métamorphose serait un geste artistique, également, pour ne pas céder à l'inauthentique, à la peseur du temps,
au vieillissement. Et c'est ainsi, comme le dit d'ailleurs Victor Feuillois, que la métamorphose se fait ici nécrose. D'autres contiguïtés métaphoriques pourraient être évoquées, comme celle de L'amas ardent du Tunisien Yann Maney. C'est un roman que je vous conseille. L'amas ardent, c'est un roman tout à fait passionnant, je trouve. Il faut passer sur le premier chapitre, qu'on comprendra, pas dégoût, oui, comprendra par la suite, mais dans lequel il y a un apiculteur qui tend à se confondre avec ses abeilles, qu'il appelle ses filles. Ou bien alors, on peut évoquer aussi, bien sûr, La femme des sables de Kobo Abe, roman japonais, hein, roman dans lequel un entomologiste se trouve devenir insecte par le dispositif propre au fourmilion. Vous savez, le fourmilion, c'est un insecte qui creuse un entonnoir, et sa victime tombe dedans, entonnoir de sable. À la différence de la métamorphose chez Kafka, chez qui le passage réel d'un état à un autre engendre la désagrégation de l'être, et finalement la mort, la disparition progressive de Nikki Jompai, aux yeux de la société, comme à ses propres yeux, va aller dans le sens de nouvelles réappropriations de soi. La perception du monde de l'entomologiste Nikki Jompai, à travers sa chasse à la cicindelle, dont on sait les mœurs carnivores, la cicindelle est un prédateur impitoyable, hein. Et cette chasse est conditionnée par sa passion qui le prédispose à tomber lui-même dans le piège à insectes, dans cet entonnoir de sable. Citant obliquement le ruban de Möbius pour signifier le passage de l'endroit à l'envers et du dehors au dedans, le retournement de la métamorphose qui fait de soi un autre, l'écrivain qui emprunte l'image de l'autre moi, le nouveau moi, à Michelet, constate, et là je cite Abe Kobo, c'est ainsi que dans le même temps que le sable s'était métamorphosé à ses yeux, l'homme, parallèlement, était entré en intérieure métamorphose. Et il semblait que du profond de ce sable, tout ensemble avec l'eau qui l'en tirait, ce fut un autre moi, un moi tout neuf qu'il avait réussi à faire sortir. Cette radicale transformation par la répétition sans fin, où André Siganos voit une modalité justement d'écriture archaïque, loin d'être un acte absurde, d'un Sisyphe désespéré, au contraire, cette répétition fonde l'être au lieu de le nier. La métamorphose du devenir insecte métaphorique a permis un réinvestissement dans un acte de régénération. Enfin, pour clore la série des conticuités métaphoriques, souvenons-nous du regard de l'écrivain qui transforme en insecte l'objet de sa création. Zola le dit d'ailleurs, nous sommes des naturalistes qui ramassons simplement des insectes qui collectionnons des faits. Montrez l'image suivante, s'il vous plaît. Balzac aussi examine la société française avec la même froideur qu'un entomologiste étudie la vie et les mœurs des insectes. Et donc ça, c'est la célèbre gravure de Gustave Doré représentant Balzac en entomologiste, gravure de 1855, qui le montre en train d'écrire, penché sur un pupitre, en regardant à travers une grosse loupe des hommes et des femmes épinglés comme des insectes. Je vais passer de Balzac à Proust, qui, lui, entrelace les insectes et les hommes, en tendant à les confondre. Dans Sodome et Gomorrhe, hein, dans le roman, dans la recherche de temps perdu, dans Sodome et Gomorrhe, le point de départ est une observation entomologique, celle d'une fleur attendant l'insecte pollinisateur, et en même temps témoin du coup de foudre entre Charlus et Jupien, et le rapproche de la fécondation d'une orchidée par un bourdon. Je cite Proust. « Je savais que cette attente n'était pas plus passive que chez la fleur mâle, dont les étamines s'étaient spontanément tournées pour que l'insecte pût plus facilement la recevoir. De même, la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait, arquerait coquettement ses styles et pour être mieux pénétré par lui, ferait imperceptiblement, comme une jouvencelle hypocrite, mais ardente, la moitié du chemin. »
Or, la figure de l'homme insecte se dessine rapidement avec l'arrivée de Charlus. Je cite. Au même instant où M. de Charlus avait passé la porte, en sifflant comme un gros bourdon, un autre, un vrai celui-là, entrait dans la cour. Qui sait si ce n'était pas celui attendu depuis si longtemps par l'orchidée et qui venait lui apporter le pollen si rare, sans lequel elle resterait vierge. Monsieur de Charlus joue le rôle de l'insecte mâle qui féconde la fleur, tandis que Jupien devient l'orchidée qui reçoit le pollen apporté par l'insecte. Proust glose sur la fécondation du vanillier et du laurogloss, ayant trouvé toute la documentation nécessaire dans les études sur la nature humaine d'Ilya Metchnikoff, mais aussi dans l'intelligence des fleurs de Maurice Maeterlinck, et peut-être aussi chez Darwin. L'observation de cette possibilité miraculeuse de se conjoindre a été distraite par l'arrivée de Charlus, ayant détourné le regard du narrateur de la fleur à féconder. Je cite, « J'étais désolé d'avoir, par attention à la conjonction Jupien-Charlus, manqué peut-être de voir la fécondation de la fleur par le bourreton. Pourtant, je cite, les ruses les plus extraordinaires que la nature a inventées pour forcer les insectes à assurer la fécondation des fleurs sont celles-là même que les hommes emploient. » Monsieur de Charlus m'avait distrait de regarder si le bourdon apportait à l'orchidée le pollen qu'elle attendait depuis si longtemps, qu'elle n'avait chance de recevoir que grâce à un hasard si improbable qu'on le pouvait appeler une espèce de miracle. Mais c'était un miracle aussi improbable qu'on le pouvait appeler une espèce de miracle. Mais c'était un miracle aussi auquel je venais d'assister, presque du même genre et non moins merveilleux. Dès que j'eus considéré cette rencontre de ce point de vue, tout m'y sembla empreint de beauté. Donc, je vous conseille de lire ce passage, ce grand passage en entier. Alors bon, l'idée de métamorphose est devenue, inventée dans l'Antiquité, est devenue une notion scientifique dans le domaine de l'entomologie, ensuite de la botanique, et puis un modèle de développement, décrit par Goethe, Darwin, et puis un véritable paradigme du XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, dans sa version entomologique, mais déjà avant aussi, la métamorphose est alliée à la métempsychose et à la palingénésie. Et là, il y a un exemple assez intéressant pour illustrer cela. C'est celle, bien sûr, Nodier, Ballanche, Nerval ont infléchi les savoirs de la nature dans le sens d'une réinterprétation spirituelle, voire religieuse. Mais Nodier, avant Michelet, avait déjà noté combien l'insecte défiait le temps et ouvrait à l'idée d'éternité. Et c'est par Alexandre Dumas Alexandre Dumas rapporte une anecdote que lui avait confiée Nodier concernant un animal étrange ayant la forme d'un vélocipède armé de 2 roues qui l'agite rapidement. Il s'agit en fait d'un rotifère, c'est un crustacé aquatique, minuscule, de la classe des invertébrés microscopiques, que Nodier regarde, détaille, alors je cite Dumas, il le dessina, l'analysa si longtemps qu'il se souvint tout à coup qu'il oubliait un rendez-vous, et il se sauva, laissant là son microscope, sa pincée de sable et le Taratantaleo. Taratantaleo, c'est le nom de ce vélocipède armé de roues. Donc, le lendemain, le sable avait séché et le Taratantaleo était mort. Nodier oublie le petit animal, 3 mois, 10 mois, 1 an peut-être, le cadavre du Taratantaleo. Or, un jour, il voit le cadavre du petit animal qu'il avait conservé. Et comme il pleuvait, une goutte tombe sur la pincée de sable où gisait l'animalcule. C'est alors que se produit le miracle d'une résurrection extraordinaire. Je cite alors Dumas, 10 fois Nodier renouvela la même épreuve. 10 fois le sable sécha et le Taratantaleo mourut. 10 fois le sable fut humecté et 10 fois le Taratantaleo ressuscita. Ce n'était pas un éphémère que Nodier avait découvert, c'était un immortel. Alors, chassé par le vent, l'animal a disparu et
il ne le revit plus désormais que dans les souvenirs de Nodier, qui en parle avec enthousiasme donc, avec Alexandre Dumas. Et pour le jeune homme, cette découverte fut sans aucun doute la prise de conscience, à travers l'immortalité de l'animal, de la supériorité du monde des minuscules, des êtres minuscules. Car si le phénomène était déjà connu depuis longtemps, Levenec, Spallanzani, Valmont de Beaumard, Lamarck et bien d'autres, et plus tard d'ailleurs Paul Broca écrit un essai « Études sur les animaux ressuscitants ». Nul doute qu'on a pour Nodier, en tout cas là, un exemple parfait du fantastique vrai, comme il le dit, le merveilleux de la nature, ce dont d'ailleurs Edmond About se souviendra avec L'homme à l'oreille cassée. Dans l'Insecte, 1857, Michelet est tenté par les potentialités spiritualistes ou spirituelles du modèle entomologique. À ses yeux, l'insecte relève d'un autre monde, à l'infiniment petit, de loin supérieur à l'infiniment grand. D'ailleurs, dans cette génération, il y a eu un ouvrage en deux gros volumes, de M. Lesser, un Allemand, qui a été traduit l'année suivante en français au XVIIIe siècle, qui s'appelle « Théologie de l'insecte », où il est montré sans arrêt, la bonté de Dieu et le fait que observer l'écaille d'un papillon est une preuve de Dieu, une preuve de l'existence de Dieu. Enfin, c'est une chose très connue, ça. Donc, spiritualité, car l'historien qu'est Michelet va appréhender l'homme replacé dans l'immensité du macrocosme grâce à la vision de l'insecte, où il retrouve des notions métaphysiques telles celles de la résurrection que l'insecte éprouve lui-même de manière scientifique en vertu de la métamorphose. Mais en dépit de cette fenêtre que l'insecte ouvre vers l'éternité, Michelet déplore que, je cite, « les insectes nous répugnent juste en proportion de notre ignorance. Presque toujours nous les tuons pour tout éclaircissement. » Et je cite, il y a en effet de quoi confondre, effrayer l'imagination, écrit Michelet, à songer qu'une chenille, d'abord de la grosseur d'un fil, renferme tous les éléments de ses mues, de ses métamorphoses, qu'elle contient ses enveloppes en nombre triple et même octuple. De plus, le fourreau de sa nymphe et son papillon complet, le tout replié l'un dans l'autre avec un appareil immense de vaisseaux pour respirer, digérer, des nerfs pour sentir, des muscles pour se mouvoir, prodigieuse anatomie. Comme l'a remarqué Jacques Pigeot, rares sont ceux qui suivent le détail de la transformation, les étapes précises de la métamorphose. Et Pigeot cite le poème de Virgile, Cyrus, l'aigrette, où l'on voit, c'est peut-être un peu long pour lire, comme aussi c'est intéressant. Alors que, au tout début, dans l'œuf neigeux de molles formes prennent souffle, et les os des membres encore inachevés ondoient en surface, coagulés par une chaleur nouvelle, de même le corps de Scylla, entouré par l'eau transparente de la mer, ses membres, entre l'humain et l'animalité, dont les parties n'étaient pas encore déterminées de toutes parts, provoquaient le changement et le recevaient de toutes parts. D'abord la beauté de la bouche et des lèvres, qui de tant d'hommes furent désirées, et la forme d'un large front commencèrent à coaguler pour former un seul élément. Et le menton se mit à pousser en un bec grêle. Alors, là où la ligne de séparation médiane de la tête s'avançait, voici que tout soudain, comme pour avoir voulu imiter les attributs paternels, l'aigrette agita une crête de pourpre sur le sommet du crâne. Un doux plumage, entrelaçant des couleurs bigarrées, revêtit d'un vêtement d'oiseau le corps à la blancheur de marbre, et les bras souples déployèrent une couche continue de plumes. Puis le reste de son corps et de ses jambes, teintes d'un rouge mignon, une maigreur rugueuse les couvrit d'une peau nouvelle et fixa des serres aigus aux tendres pieds. Virgile, bien avant
le monde animal. Le passage d'un corps à un autre est toujours l'objet d'une fascination inquiète, très différente en cela de la métamorphose atemporelle comme celle de Gregor Samsa. On le voit dans les métamorphoses comme celle décrite avec la mouche de Georges Langeland, et surtout dans de nombreux exemples de science-fiction. J'ai parlé de la femme guêpe, mais la métamorphose suit alors de nombreux processus de mutation. Il y a des insectes mutants, avec la radioactivité d'abord, puis des mutations génétiques. Alors au cinéma comme à la télévision, les exemples sont très nombreux. On a toute une série de films de ce genre, depuis les fourmis du film Des monstres attaquent la ville en 1953 de Gordon Douglas, à Mimic de Guillermo del Toro de 1997, pour juguler une épidémie propagée par des insectes. Le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann manipulent le code génétique des cafards, créent une génération de Claude qui s'appelle les Judas, et qui vont détruire les congénères. Mais trois ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Et ces insectes ont atteint la taille des hommes, taille de l'homme, et sont dotés d'un système de camouflage naturel, un mimétisme très inquiétant. La liste est longue, et ces films dans lesquels les insectes mutent et aussi des hommes mutent en insectes, sans parler des insectes dont les mutations font acquérir aux insectes des facultés cognitives humaines ou même surhumaines. Mon collègue Durafour a fait un magnifique livre consacré aux insectes au cinéma. Arrivé ici, je m'aperçois que je n'ai pas encore parlé de Kafka. Je vais peut-être d'abord vous montrer une autre manière de métamorphose, des métamorphoses esthétiques, celle des insectes transformés, métamorphosés par les créateurs. Puisqu'on n'a pas PowerPoint, autant l'utiliser, et donc des métamorphoses produites par des artistes. Cette fois, ce sont les insectes qui sont métamorphosés par l'art. Et je vais commencer par Hygiène Richier, voilà, sculptrice qui fut élève de Rodin, qu'on a surnommé, ça ne vous étonnera pas, le Giacometti féminin, tant elle vise à l'épure et à l'abstraction. L'insecte est anthropomorphisé, il devient homme-fourmi, ou menthe, ou encore araignée. L'araignée n'était pas un insecte, hein, vous savez, les insectes ont 6 pattes. L'araignée en a plus. Mais l'araignée est tellement perçue par l'imaginaire commun que lorsqu'on a fait le dictionnaire de l'insecte, on a mis quand même une araignée, en précisant que ce n'était pas un insecte, mais on peut pas. Alors, donc voilà, c'est l'araignée. Ce qui m'amène à la représentation, la page suivante, de William Blake, qui fait de la puce, ou plutôt qui représente le fantôme d'une puce. Ça, c'est un cas intéressant de la métamorphose d'une vision anthropomorphique, qui veut rendre visible l'animalité intrinsèque de l'animal, dont témoigne d'ailleurs l'énorme et grotesque musculature. On est là dans un décor théâtral. C'est le cirque de puce. Et on monte la créature dans une posture dynamique, tenant un panier dans une main, un panier pour recueillir le sang. Et dans l'autre, une fine cordelette attachée à son cou, qui rappelle sa fonction dans le cirque de puce. Donc là, il s'agit d'un fantôme, un être hybride par nature, qui fait fi des limites entre la vie et la mort, tout en révélant la porosité des frontières entre humanité et animalité. Autre type de métamorphose, celle des insectes en humains, comme le fait Granville, non sans humour. Procession de coléoptères ecclésiastiques et esprit fantastique, comme on le voit dans ce concert musical. Alors, une autre métamorphose, c'est l'insecte artificialisé, soit transformé en animal de verre par Wesley Fleming, qui est Glass Cutter,
transformé par l'artiste japonais Noriyuku Saito, qui réalise de magnifiques et délicats insectes en taille réelle, uniquement à partir de bambou. Où les insectes peuvent être aussi métamorphosés par Marc Georgeot, oui c'est ça, en grande taille, ou sa fourmi. Voilà. Ce qui amène quand même à réfléchir sur le rapport des tailles des relations relatives, des tailles relatives. Ou bien alors Raku Inoue, japonais, qui fait, lui, c'est un artiste japonais qui est basé à Montréal, qui fait avec des feuilles et des fleurs, qui réinvente le look vraiment des insectes. Et cette fois, l'insecte se végétalise. Allez-y. Voilà. Encore. Voilà. Alors stop. Et là, on arrive à la transformation de l'insecte par une équipe très sympathique qui s'appelle Anima Ex Musica et qui recrée des insectes, des gros insectes, en respectant le mieux possible leur anatomie, mais avec des pièces issues d'instruments de musique. C'est-à-dire des clairons, des pianos, tout instrument de musique. Alors, vous avez plusieurs images. Bon, stop. Et là, je reviens à mon cher Miro, qui métamorphose par le dessin et la peinture le monde des insectes, comme le faisaient aussi autrefois les Indiens Navajo. Dans le dialogue des insectes, la suite, le peintre catalan leur invoque des formes faites de tendres miniatures qui s'ébattent dans la couleur. Dans Oiseaux et insectes, la suite, la suite. Voilà, dans Oiseaux et insectes, ces derniers prennent une forme clownesque avec la multiplication de pattes frêles dans l'esquisse d'un visage narquois et ironique. Et chaque fois, on croit voir, reconnaître quelque chose ressemblant à un insecte. Et Miro, lui, ne cache jamais l'origine de son inspiration. Dans ce premier matin du monde, ce premier matin où le monde commence, pour reprendre ce qu'Éluard disait de l'art de Miro, les insectes dansent, se font abstraits, jouissant d'une liberté absolue, composant un langage secret, formule enchantée d'une vie exubérante, libre et heureuse métamorphose. Voilà. Et donc, il me resterait à vous parler de Kafka, si j'ai le temps. Il faudrait qu'on garde un petit peu de temps pour échanger aussi, mais... Voilà. Bon, merci. Alors, on peut arrêter là, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux commencer peut-être avec 2 questions pour lancer la conversation après ce parcours dans une grande bibliographie. Sur le social, je me demandais si vous aviez quelque chose à dire du rapport de ces hommes insectes au travail, parce qu'on peut voir que le travail, par exemple, est la cause du désastre, on va dire, de la métamorphose, par exemple, dans la mouche, où c'est au laboratoire qu'il se transforme. Il y a une aliénation aussi, par exemple, dans le festin nu, où en fait, son travail, où il est agent, en fait, à tuer des insectes, l'alien le pousse en fait à cette transformation. Chez Abbé, donc je ne le connais pas, mais vous avez dit qu'il était entomologiste et que c'était ça qui l'amenait aussi vers la transformation. Donc là, on a un peu des causes du travail. Chez Kafka, si on va en parler un petit peu, on a Grigor Samsa qui, par la métamorphose, s'échappe un peu à ses responsabilités familiales et laborales. Donc... Et aussi dans Tomeo, c'est un autre ouvrage, mais Amado Monstruo, c'est un homme qui n'est pas insecte, mais qui a 6 doigts et en fait qui est caché toute sa vie par sa mère de la société. En fait, et un jour, il se rend à un entretien d'embauche. Donc en fait, c'est comme
une rébellion de cet homme inadapté en entrant dans le travail. Donc voilà, je me demandais un petit peu dans le social quel était le rapport possible du travail aux hommes insectes. Je vais répondre autrement. J'ai fait donc un livre qui s'appelle L'insecte dans tous ses états, qui j'ai demandé à des artistes à la fois, certains sont morts comme Dürer, mais surtout des artistes contemporains, sculpteurs, orfèvres, etc., toutes formes, costumiers de théâtre, de ballet, etc. Chacun devait apporter une image, c'est dans le livre, une pleine page, avec trois pages de commentaires où l'artiste lui-même parle de son œuvre. Donc l'insecte dans tous ses livres. Or, les deux derniers chapitres, enfin c'est pas des chapitres, enfin les derniers, sont d'exemples, cette fois-ci, où ce sont les insectes eux-mêmes qui travaillent. C'est-à-dire Duprat fait travailler ces trichoptères, je ne sais plus exactement du terme, qui sont des larves, il leur donne de l'or, de l'argent, et les insectes fabriquent des bijoux. Et puis surtout, le dernier, c'est Knuth, Jean Knuth, un artiste américain qui vit en Californie et qui, lui, fait travailler les mouches. C'est-à-dire qu'il a chez lui 800 000, 900 000 mouches qu'il cultive et à qui il fait boire de la peinture acrylique. Et les mouches régurgitent la couleur sur une toile, sur des toiles. Et donc, et la question lui a été posée, évidemment, c'est des tableaux qui sont assez intéressants, mais je ne vais pas, seulement on lui a posé, mais ces mouches qui travaillent jour et nuit, elles n'ont pas de syndicat, elles ne sont pas payées, et voilà, le travail de l'insecte cette fois-ci. Alors, bon, c'est une réponse un peu ironique, enfin, pas tout à fait, qui ne répond pas tout à fait à ce que vous disiez, le rapport entre le travail et l'insecte, mais dans le cas de Grégor Samsa, il est certain qu'une des raisons de sa métamorphose, c'est qu'il en avait marre d'être agent voyageur de commerce. Et il ne voulait pas se lever. Voilà. Enfin, c'est une des raisons, parce qu'il y en a de multiples, bien sûr. Donc, mais l'une de ces raisons, c'est justement de ne pas les travailler. Peut-être deuxième question. On n'a pas parlé beaucoup de femmes dans toute cette bibliographie et on a beaucoup parlé par contre de l'érotisme de l'insecte. Est-ce que c'est pas un male gaze, une vision, on va dire Ah si, je ne vais pas parler des comment ça s'appelle? On a parlé de Germaine Richier, mais je pense que c'est la seule dont on a parlé oui, sur les insectes. C'est une image assez... Ça, c'est une image assez inquiétante de la femme, hein, qui dévore... Germaine Richier, oui. Non, l'insecte... La menthe religieuse. Vous savez ce qu'elle fait, la menthe religieuse? Hein? Non? Et, le type est en train de copuler et elle lui mange le ventre, etc. Et lui, il continue, alors qu'il y a déjà la moitié de son corps qui a disparu. Et il y a beaucoup d'insectes femmes qui dévorent leur mari à la fin. Le mari meurt après avoir fécondé, c'est les lois de la nature. Mais enfin, c'est pas une image très sereine de la femme qu'on a avec ça. Cela dit, les papillons. Il me semble que dans l'ouvrage de l'insecte et toute une partie de l'œuvre de l'histoire naturelle de Michelet, oui, si on veut, a été coécrit par sa femme, oui, qui ensuite a réclamé un droit d'auteur sur ces ouvrages que les héritiers de Michelet lui ont refusé, enfin qui a fait une controverse, et où justement Michelet critiquait, disait bon c'est très bien que les femmes aient cet esprit, cette curiosité, mais elles sont incapables d'observation scientifique au microscope ou de près. Du coup c'est certain qu'il y a peut-être une histoire à écrire, mais pourquoi est-ce que ce rapport érotique à l'insecte? Le fait que les femmes soient incapables d'observer les insectes est totalement faux et a été démontré amplement par... Alors,
je ne me souviens plus de nom, malheureusement, Myriam, qui a fait un catalogue des papillons du Suriname absolument merveilleux au XIXe siècle. Le nom m'échappe tout de suite parce que je mettrai en mémoire des noms, et qui est reconnue par tous les entomologistes hommes comme étant une observatrice absolument extraordinaire. Et Il y a sûrement... non seulement elle observe, mais elle reproduit aussi. Chez George Sand, il y a sûrement aussi des représentations intéressantes. De ces toiles, enfin de ces héritiers, ça. Non, c'est pas. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc ils sont libre de droit sur Oui. en ligne. J'ai oublié, j'arrive pas à me souvenir de son nom, alors qu'il est très connu. Enfin bon, là c'est un exemple. Il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres entomologistes femmes qui ont observé et qui ont en même temps un talent artistique exceptionnel pour reproduire la beauté des insectes. Vous voulez poser une question en public? Sinon, il y en a d'autres qui seraient intéressantes. Mais non. Moi, j'avais juste une question sur parler comment dire, de la connotation négative de la métaphore qui s'est imposée dans la littérature du XXe siècle. Oui. Par rapport à l'Antiquité. Du coup, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi, dans la littérature de cette époque-là, finalement, la métaphore, c'est connoté de manière très négative? Alors ça sera difficile à répondre. Pourquoi peut-être à cause de la perte du spirituel, peut-être. Donc l'aspect peut-être que l'aspect justement spirituel que j'avais évoqué a disparu, c'est peut-être ça. C'est vrai aussi que les insectes ont toujours suscité le dégoût. Et puis aussi, on s'intéresse aux insectes peut-être plus de nos jours parce qu'ils disparaissent. Vous êtes trop jeune pour savoir que... Les pare-brises, voilà. insectes, quand même, moi j'ai connu quand j'étais petit, on prenait la voiture pour aller en Normandie de Paris au Sud-Manche, on avait le pare-brise recouvert d'insectes, et c'était il y a 15 ans. C'était pas Il y a 15 ans? Oui. Ah ben. Il y a 10-15 ans. Et c'est il me semble qu'en 20 ans, deux tiers de la masse d'insectes en Europe a disparu. C'était à peu près cet ordre de grandeur, donc c'est considérable. C'était très rapide. Très très rapide et les oiseaux du coup aussi. Oui. Tout est lié. Est-ce qu'il y aurait, pour le coup, j'ai fait un petit travail il y a longtemps sur les imaginaires de l'agriculture. On voit qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un lobby des chimiques chimiques qui construisent aussi une figure de l'insecte comme un ravageur en fait, avec notamment il y a des illustrations du groupe Shell qui en fait fournissaient des produits chimiques, on les imagine plutôt pour l'essence, mais en fait il faut aussi beaucoup de pesticides et d'insecticides. Et donc je posais la question de est-ce qu'il y a un lien entre le tournant que vous posez sur la littérature de la perte de la vision positive de la métaphore, notamment chez l'insecte. Et je ne sais pas si c'est lié, c'est une corrélation. C'est possible. C'est pas impossible. Il y a des insectes ravageurs, hein. De toute façon, depuis les sauterelles d'Égypte jusqu'au... Pour les pommes de terre, c'est le doryphore. Hein. Le doryphore et le DTT ont été d'ailleurs le printemps silencieux. C'était d'ailleurs le surnom qu'on donnait à l'occupation allemande, les doryphores. Oui, ça aussi, oui. Pour dire le côté très négatif.
ces métamorphoses des insectes, j'ai l'impression qu'elles ont souvent lieu dans un cadre urbain, dans la littérature, au moins dans la littérature moderne. Est-ce qu'il y a une critique de l'humain dans son de l'humain moderne dans son milieu urbain comme une sorte de fourmilière est-ce que cette métamorphose des hommes en insectes a aussi à voir avec une critique du milieu urbain, de la société? Est-ce que ça construit une critique de l'environnement qui va avec l'environnement urbain? Oui. Par exemple, les cafards n'ont pas de roi. Moi, je sais pas, c'est exact, un livre très intéressant sur un livre sur les cafards qui envahissent justement une maison, un appartement américain où tout est vu à travers les yeux du cafard. Toute la civilisation américaine, enfin la culture américaine. Évidemment, ils ont un mode de vie qui n'est pas adapté à ce mode de vie qui, vu de leur point de vue, apparaît comme totalement négatif. Et est-ce que vous avez l'impression que par rapport au séminaire justement en écopoétique qu'on fait, il y a une relecture particulière de ces textes dans un contexte contemporain de crise de la biodiversité? Je vois pas trop dans les écrits écopoétiques. Non, ça je sais pas trop répondre à l'écopoétique, qui me semble être quelque chose de très nébuleux. L'écopoétique me semble très nébuleux. Plus que la sociopoétique? La sociopoétique s'intéresse aux représentations sociales. Donc ça, c'est quelque chose de précis qu'on peut étudier, etc. L'écopoétique, Chateaubriand faisait déjà, enfin, où ça commence et qu'est-ce qu'on en tire de plus que Schönche, là, ce qu'il écrit, j'ai beau lire, il n'y a pas une véritable philosophie. Il y a sans doute des gens qui sont plus philosophes que lui et qui... Enfin, moi, ça... Au-delà de la question du champ écopoétique, oui. La question qu'on peut se poser avec ce corpus, et je pense que ça va dans ton sens, tu me dis ce que tu penses, mais c'est est-ce que le constat, l'expérience de la disparition des insectes aujourd'hui nous attire vers les textes littéraires qui en portent témoignage ou qui portent témoignage d'un certain rapport social construit à ces insectes? Je ne sais pas si c'est au-delà de ce champ-là, qu'est-ce que aujourd'hui, est-ce que notre regard contemporain a besoin des insectes ou de ces textes-là, ou de les mettre en avant, ou est-ce qu'on leur demande autre chose qu'on ne leur demandait pas avant? Les insectes ont été, surtout au cinéma, vus comme de manière assez négative. De manière depuis la fin de la guerre, il y a eu la dernière guerre, ça a été la guerre mondiale. Mais est-ce qu'on s'intéresse plus aux insectes dans la littérature? Un petit peu. Caméo, par exemple. Il y en a. Mais est-ce que c'est lié à la disparition des insectes? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui me semble de plus en plus intéressant, c'est quand même le film qui s'appelle Le règne animal. Alors là, vraiment, on est en plein dans le sujet de la métamorphose. Vous ne l'avez pas vu, toujours? Mais vous ne l'avez pas vu. Là, on est vraiment dans le sujet. Avec toutes les représentations sociales qui sont attachées. Là. Et c'est un film choc, quand même, dans la métamorphose. Mais dans ce film-là, et dans nombreuses représentations de valeurs métaphoriques des insectes, c'est surtout en fait un rapport social qui a été projeté dans les insectes et qui en fait un objet de représentation culturelle commun.
Oui. de cette même manière. Du coup, en fait, dans la métamorphose telle qu'elle est représentée dans le monde, dans le champ littéraire et artistique, il y a une forme d'absent. Enfin, tous ces écrivains ont un degré d'amateurisme ou de connaissance entomologique Oui. plus ou moins poussé, Oui. mais finalement, ils ne parlent des insectes que pour parler de leur société ou de Oui, l'humain. oui, 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 oui. Rares sont le point de vue de l'insecte, ça, Oui, c'est ça. Comment l'aborder par le biais littéraire? Ah, ça, c'est un vaste problème. Alors, il y a des critiques qui disent que Kafka, à travers la métamorphose, moi, je ne crois pas qu'il ne se place du point de vue d'insecte. Pas du tout. Il y avait une question ici. Tu veux me poser? Oui, j'avais deux petites questions. La première, c'est cela, du coup, c'est spécialiste de la question des insectes. Je veux savoir, en fait, en biologie, les sciences, je connais que les insectes qui sont capables de métamorphose, comme vous l'avez expliqué. Mais par rapport à d'autres métamorphoses dans la littérature sur le règne animal, quelle est la spécificité de la métamorphose pour les insectes par rapport à d'autres métamorphoses sur le règne animal? Et l'autre question, c'est plus une question de pop culture. Parce que vous avez dit en introduction, tu as dit en introduction que la sociopolitique s'intéresse à toute forme de production culturelle. Moi, quand je pense métamorphose, je pense beaucoup à Pokémon, qui est un objet culturel de la métamorphose assez répandu. Et je voulais savoir si, dans les études que vous faites, vous regardez cette métamorphose à travers des aires culturelles différentes. Et s'il y a des différences de traiter la métamorphose en fonction des aires culturelles. Parce que nous, on a pris par exemple cet objet culturel massif dans notre enfance. Ça nous a influencé sur justement la perception de la métamorphose. Dans votre enfance, quoi? Moi j'ai été accompagné par le phénomène Pokémon, qui est un phénomène de la métamorphose, mais qui n'est pas du tout dans notre ère culturelle de prime abord. Non, mais moi je dois dire que Pokémon, j'ignore tout du Pokémon. Non, mais au sens là, la culture totale. D'autres manières de faire métamorphose. En revanche, dans d'autres cultures, oui, la métamorphose au Japon est beaucoup plus. Les insectes sont beaucoup plus. Valorisé. Un statut, oui, très valorisé. Et là, la métamorphose est quelque chose de merveilleux et qui est lié aussi à la philosophie, à toute une philosophie globalement, peut-être bouddhique aussi. Donc là, la métamorphose a un sens beaucoup plus positif. Alors que dans le règne animal, la métamorphose, c'est des becs cassés, des ailes brisées, etc. Ça, c'est pas très beau à voir et c'est très douloureux. C'est pas du tout un épanouissement. C'est de plus en plus irréversible. Et c'est De plus en irréversible. plus consommé. Oui. Mais c'est certain que l'exploration du monde pour trouver des Pokémon, de hautes herbes, ou dans toutes sortes d'environnements, c'est peut-être le prisme qui est prégnant aujourd'hui, enfin dans notre génération. En tout cas, comme vous dites, ça a gardé son aspect merveilleux, son aspect positif, parce que c'est des êtres qui améliorent leurs capacités. Donc voilà, je me disais peut-être que dans d'autres cultures, cette terme du merveilleux ou du positif de la métamorphose n'a pas lieu. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du rapport même nutritionnel aux insectes. Parce que par exemple au Mexique, dans certaines régions, on peut manger des libellules, ce qui nous paraît beaucoup plus éloigné de même l'étape qu'on pourrait être en train de passer, de manger peut-être certains vers dans une gastronomie qui serait en évolution. Et il y a un volume de la revue Arqueología Mexicana, donc d'archéologie, qui traite justement des insectes dans les régimes alimentaires au Mexique. Et en fait, ça frôle aussi le rapport culturel de représentation et de respect ou non, parce que le rapport à l'assiette, c'est déjà un rapport qui est plus direct et qui est différent que ce qu'on peut avoir en France.
Et on n'a pas parlé beaucoup du langage. Dans Toméo, dans Histoire naturelle, je pensais que vous alliez parler du tout petit extrait où il y a des fourmis qui entendent parler des humains. Et en fait, on a un langage complètement inventé. Et c'est comme si les fourmis entendaient les humains, mais du coup, on voit que c'est comme si nous, on écoutait des fourmis. En fait, enfin, il y a une incompréhension, mais il y a quand même un langage écouté par les fourmis des humains. Est-ce que justement ces métamorphoses, elles transforment le langage des humains ou des insectes? Est-ce que vous en avez d'autres exemples? Est-ce que vous aviez en tête cet extrait de Toméo? Chez Weber, il y a les humains qui arrivent à communiquer, ou je ne sais plus si c'est les fourmis ou les humains qui ont fabriqué une machine qui permet de communiquer entre humains et les fourmis. Donc, mais ce qui caractérise aussi l'animal, si on pense à Kafka, c'est le fait de ne pas pouvoir parler. Samsa a perdu son langage en étant devenu la bête qu'il est devenu. En revanche, il comprend très bien ce que les humains disent. Et dans La Mouche, il écrit aussi. Quelle mouche? Dans La Mouche, la nouvelle, pardon. J'ai sauté vers... Parce qu'il glisse des mots sous la porte, en fait, pour pas faire entendre sa voix métallisée. Ah, il écrit, oui, d'accord. Et donc tout ça pose la question, que ce soit avec les apiculteurs que vous avez cités, que ce soit là dans le régime de la fiction, chez Weber, des machines qu'on a, ça pose la question d'interprètes ou de personnes qui seraient susceptibles d'être entre les insectes et entre les humains pour faire communiquer. Ça rejoint la séance dernière sur Baptiste Morisot, sur les diplomates. Donc, quelle place il y a dans la littérature actuelle, justement, vous avez parlé des apiculteurs, mais on pourrait en parler aussi d'autres choses, pour justement ces personnes ou ces gestes ou ces objets qui permettent de faire le lien communicationnel d'une espèce à l'autre. Dans le cas de l'apiculteur, il y a une sorte d'empathie entre l'apiculteur et sa ruche. Il sent, il écoute, il colle son oreille sur le rucher pour écouter Et donc, et les abeilles réagissent différemment aux êtres humains qui l'approchent. Donc c'est pas un langage, mais c'est un vivre ensemble. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils appellent ces filles, mais c'est un rapport. C'est un vivre ensemble, plutôt qu'un communiquer. Oui, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Est-ce que c'est uniquement parler? Mais c'est interpréter des signes. Dans l'oreille, il interprète, si je comprends bien, si je suis, il interprète ce qui se passe il comprend, oui, il comprend ce qui se passe. Oui. Sans passer par le langage. Oui, oui. Est-ce qu'on peut clore sur ça, sauf s'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.